Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je suis très fier de vous présenter un autre projet québécois. Il s'agit du jeu Les Gemmes d'Iridecia. C'est un jeu qui sera lancé très prochainement sur Kickstarter par la compagnie Rockstone and Dice Game et qui nous vient de l'auteur québécois Roberto Panetta. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 30 à 90 minutes. Le but du jeu va être d'amasser le plus de points de royauté pour devenir le prochain héritier du royaume d'Iridecia. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers, c'est un jeu de gestion de ressources, de contrats. Donc, on va devoir ramasser des gemmes pour pouvoir faire des contrats, ramasser des points. On pourra aussi acheter des cartes qui ont des pouvoirs uniques pour se donner des avantages dans la partie. On va avoir aussi un aspect pusher luck, on va devoir lancer des dés pour gagner davantage de gemmes et pouvoir faire plus de contrats. Et on va aussi se déplacer sur un plateau en explorant justement les différentes tuiles qui vont nous donner des bonus et qui nous permettront d'obtenir les gemmes. Donc, on va se déplacer sur ce plateau-là tout au long de la partie. C'est aussi un jeu où on a beaucoup de collections d'ensemble, donc on va essayer de ramasser des symboles sur des cartes de reliques et aussi sur les tuiles qu'on va amasser dans la partie pour faire des collections d'ensemble qui nous rapporteront des points bonus à la fin de la partie. Et on va avoir un petit aspect de fluctuation de marché, donc le prix, la valeur des différentes gemmes vont évoluer pendant la partie, donc elles vont monter et éventuellement vont crasher et resetter à 0, donc on va avoir de la fluctuation de marché qui va être intégrée dans le jeu. Alors, les gemmes d'Iridecia, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous donne des informations sur la campagne Kickstarter. On va essayer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table et sur celui-ci, on va aller disposer les tuiles terrain face cachée selon les différents types de terrain qu'on retrouve. On va avoir 2 rangées pour le désert, 2 rangées pour le canyon, 2 rangées pour la forêt, 2 rangées pour les ruines et la rangée du haut sera les tuiles château. On va ensuite placer les 4 dés miniers neutres dans leur zone appropriée du plateau principal. Et on va ensuite prendre les 4 dés de couleur qu'on va placer sur la valeur 2. Et on va aller placer le dé correspondant à chacun des types de gemmes à côté du symbole de la gemme correspondante à la même couleur. Cette zone va représenter le marché des gemmes et le résultat sur le dé sera la valeur de la gemme en question au marché. À côté du plateau principal, on va former une pioche avec les cartes items et on va révéler les 5 premières cartes pour former un marché. En haut du plateau principal, on va former une pioche avec les cartes reliques et on va révéler les 5 premières cartes face visible pour former un marché. On va former une réserve avec les jetons de gemmes. On aura les citrines en jaune, les saphirs en bleu, les améthystes en mauve et les émeraudes en vert. On va aussi se faire une réserve avec les jetons de pièces. On va placer le jeton La Pierre d'Iridia sur la table ainsi que les jetons de royauté. Pour une partie de joueurs, on va seulement utiliser le sceptre. On va donc remettre la bannière ainsi que le trône dans la boîte de jeu. Chaque joueur va se choisir une couleur et recevoir son plateau joueur, sa carte aide de jeu, son pion explorateur, son marqueur de score et ses 2 dés miniers à sa couleur. Les joueurs vont aussi débuter la partie avec 5 pièces. Les joueurs vont aller placer leur marqueur de score à côté de la case 1 de la piste de score du plateau principal. Et chaque joueur va recevoir 2 cartes d'objectifs secrets pour la partie. Et on va ensuite déterminer un premier joueur. C'est le joueur qui porte le plus de gemmes sur lui présentement qui sera désigné premier joueur. Une partie des gemmes d'Iridecia se joue à tour de rôle. À son tour de jeu, un joueur va d'abord révéler des tuiles autour de l'endroit où se trouve son pion explorateur et par la suite, il va se déplacer sur une tuile, soit en avançant vers le haut ou vers le côté du plateau pour aller y chercher différentes gemmes. Les joueurs vont tenter d'accumuler des gemmes pour tenter de restaurer les reliques et marquer des points de royauté pour tenter de gagner la partie. Les joueurs pourront aussi acheter des cartes items pour leur donner différents avantages pendant la partie et ils seront récompensés à la fin de la partie aussi pour des points de royauté pour les collections d'ensemble qu'ils auront fait avec les cartes reliques ramassées ainsi que les tuiles terrain qu'ils auront amassées pendant la partie. On a aussi certains items spéciaux qui vont donner des points si on réussit à les obtenir.
Et les joueurs vont continuer les tours de jeu jusqu'à temps que tous les joueurs atteignent la rangée du château. Et lorsque chaque joueur aura gagné une tuile château, cela va déclencher la fin de la partie et le joueur qui aura le plus de points de royauté sera alors déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. Tout d'abord, on a l'action principale. Premièrement, les joueurs vont révéler des tuiles autour de leur pion explorateur. Mais à leur premier tour de jeu de la partie, cette action sera un peu différente puisque notre pion explorateur n'est pas encore sur le plateau principal. Donc à son premier tour de jeu de la partie, un joueur peut révéler jusqu'à 2 tuiles qui se trouvent dans la première rangée dans le bas du plateau. Et ne sont pas obligés d'être 2 tuiles qui sont adjacentes les unes avec les autres. Donc le joueur pourrait révéler la tuile qui est ici et ensuite révéler la tuile qui est là. Par la suite, le joueur va aller placer son pion explorateur sur n'importe quelle tuile qui est révélée de la première rangée. Ce n'est pas obligé d'être une des tuiles qu'il a révélées, ça peut être une tuile qui a été révélée par un autre joueur. Donc par exemple, je pourrais placer mon pion explorateur sur cette tuile. Et après avoir révélé une tuile, normalement, on va déplacer notre pion explorateur sur une des tuiles qui est adjacente en montant vers le haut du plateau ou en se déplaçant de gauche à droite. On ne peut jamais redescendre vers le bas du plateau. Mais au premier tour de jeu, notre déplacement va compter comme l'endroit où on va placer notre pion explorateur et qu'il va entrer en jeu. À partir de notre deuxième tour de jeu, notre phase d'action principale va revenir à la normale, c'est-à-dire qu'on va commencer par d'abord révéler jusqu'à 2 tuiles qui sont adjacentes à notre pion explorateur. Par exemple, le joueur pourrait révéler la tuile qui se trouve ici et comme deuxième, il pourrait révéler la tuile qui est là. Il peut, s'il le veut, révéler moins de 2 tuiles durant cette action principale. Par la suite, il va faire son déplacement. Il peut donc se déplacer sur n'importe quelle tuile qui est révélée, qui est adjacente à son explorateur, mais qui est située vers le haut du plateau ou vers la gauche ou la droite de son pion explorateur. On ne peut jamais redescendre les rangées du plateau et revenir vers le bas. Donc, je pourrais me décider de me déplacer soit sur la tuile qui est ici, celle-ci, ou aller sur le côté pour aller sur la tuile qui est là. Donc, le joueur pourrait décider de déplacer son pion explorateur sur la tuile qui est ici. Si jamais un joueur est coincé et qu'il n'y a pas de tuile révélée avec un déplacement possible pour son explorateur, à ce moment-là, il devra défausser une tuile terrain de sa pile de victoire pour pouvoir déplacer son pion d'explorateur sur la tuile la plus près. Dès qu'un joueur va déplacer son pion explorateur sur une des tuiles de la rangée forêt, à ce moment-là, il devra faire un choix et défausser une des 2 cartes d'objectifs secrets qu'il possède pour en conserver seulement une qui sera prise en compte dans le décompte final des points s'il réussit à atteindre ce qui est demandé sur cette carte objectif. Après avoir déplacé son pion d'explorateur sur une nouvelle tuile, on va immédiatement gagner les bonus de cette tuile. Premièrement, on va aller gagner le type de gemme qui est indiqué sur la tuile. Donc ici, c'est une tuile avec un symbole de citrine. Je vais donc prendre une citrine de la réserve et je vais devoir la placer dans un de mes emplacements d'entrepôt de mon plateau joueur. Si jamais tous mes emplacements sont remplis et que je gagne une nouvelle gemme, à ce moment-là, je dois offrir une gemme à un de mes adversaires pour pouvoir faire de la place. Si jamais la tuile sur laquelle on se trouve était une tuile avec un symbole d'arc-en-ciel, à ce moment-là, on peut gagner la gemme de notre choix en bougeant sur cette tuile. En plus du symbole de gemme qu'on retrouve sur les tuiles, plus on va avancer dans le plateau, plus les tuiles vont nous donner davantage de bonus. Donc on rencontrera par exemple des tuiles qui vont nous donner, en plus d'une gemme, un certain nombre de pièces qu'on va acheter à notre réserve personnelle. On a des tuiles qui vont simplement nous donner directement des points de royauté. À ce moment-là, on va avancer sur la piste de score. Et on va avoir certaines tuiles qui vont nous donner comme bonus un dé minier neutre. À ce moment-là, on va aller prendre un dé minier neutre sur le plateau principal et on va le placer sur notre plateau joueur. Si jamais la réserve de dé minier neutre est vide, à ce moment-là, ce bonus n'a aucun effet. Une fois qu'on a terminé d'exécuter notre action principale, c'est-à-dire de révéler des tuiles, de se déplacer et de gagner les bonus de la tuile où on s'est déplacé, cela va mettre fin à notre action principale et on va passer à la deuxième phase qui sont les actions optionnelles. Il existe 4 types d'actions optionnelles qu'on peut effectuer dans cette phase de jeu. On peut les faire dans l'ordre de notre choix, mais certaines actions optionnelles peuvent seulement être faites une fois dans notre tour de jeu. La première action optionnelle est de miner. C'est une action qu'on peut faire le nombre de fois qu'on veut dans notre tour de jeu, mais cette action a un coût. Elle coûte 3 pièces d'or. Donc pour la faire, on va dépenser 3 pièces de notre réserve personnelle. Et par la suite, on va pouvoir lancer nos dés miniers de notre couleur pour tenter d'obtenir davantage de gemmes de la sorte qui se trouvent sur la tuile où est situé notre explorateur.
Si le joueur possède des dés miniers neutres, il peut décider d'ajouter ces dés à sa réserve de dés personnels pour avoir plus de dés dans son action minée. Et il pourra utiliser son dé neutre sur toutes les actions minées qu'il fera dans ce tour de jeu. Et à la fin de son tour, il va perdre ce dé neutre qui va retourner sur le plateau central. Donc le joueur ici pourrait décider de lancer ses 3 dés pour tenter d'obtenir davantage de citrine avec son action minée. Il va donc lancer les dés et regarder les résultats obtenus sur les dés. La difficulté pour obtenir une gemme dépend de sa valeur du marché. On va donc regarder la valeur des gemmes jaunes sur son dé marché. Donc la valeur est de 2. On doit donc obtenir 2 et plus sur notre dé pour obtenir une citrine. Chacun des dés peut nous octroyer un succès. Donc si j'ai obtenu 2 avec ce dé, ça va me donner une citrine. Ici, j'ai obtenu un 1, ce n'est pas suffisant, donc ce dé-là est un échec. Et ici, avec mon dé neutre, j'ai obtenu un 5, qui est un succès, qui est supérieur à 2. Donc, je vais gagner une deuxième citrine dans mon action minée. Si j'avais une pièce supplémentaire, je pourrais refaire immédiatement une action minée et je pourrais réutiliser mon dé neutre puisque je vais l'avoir à ma possession jusqu'à la fin de mon tour de jeu dès que je décide de l'utiliser dans une action minée. La deuxième action optionnelle est d'acheter une carte item au marché. Cette action peut être seulement faite une fois par tour de jeu, donc un joueur peut seulement acheter une seule carte au marché dans son tour. Pour acheter une carte marché, on va simplement payer le coût en pièces qui est indiqué dans le bas de la carte. Donc le joueur ici pourrait payer les 2 pièces qui lui restent à la réserve pour pouvoir acheter cette carte et la placer dans sa zone de jeu. Dès qu'on achète une carte au marché, on va la remplacer avec une nouvelle carte provenant de la pioche. Si jamais on doit piocher des cartes items pour remplir le marché et que la pioche est vide, à ce moment-là, on va prendre toutes les cartes de la défausse, on va les remélanger pour se reformer une nouvelle pioche de cartes items. Si jamais pendant la partie, parmi les 5 cartes du marché de cartes items, si jamais on a 3 cartes identiques ou bien 2 paires de cartes identiques dans le marché, cela va déclencher une réinitialisation du marché, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les cartes du marché, on va prendre aussi la défausse de cartes items et on va remélanger tout ça avec la pioche et par la suite on va révéler 5 nouvelles cartes dans le marché. Les joueurs n'ont pas de limite de cartes items qu'ils peuvent acheter pendant la partie, mais ils ne peuvent jamais posséder 2 cartes items identiques. Toutes les cartes items sont des avantages et des pouvoirs qu'on pourra utiliser une fois dans notre tour de jeu, et lorsqu'on aura utilisé le pouvoir de la carte, elle sera défaussée. Ce sont toutes des cartes à utilisation unique. Par exemple, la carte que je viens d'acheter me permettrait de modifier un dé de plus ou moins 1. Je peux faire cette modification sur un dé que j'ai lancé quand je fais une action minée par exemple, ou bien je pourrais modifier les valeurs des dés du marché pour augmenter ou diminuer la valeur des différentes gemmes. La troisième action optionnelle est de jouer des cartes items qu'on a achetées. Ce sont des cartes items qu'on peut avoir achetées à ce tour de jeu ou des cartes items qu'on a achetées dans les tours précédents. La majorité des cartes items doivent être jouées dans la phase d'action optionnelle, sauf les cartes items qui ont le drapeau vert. Ce sont des cartes items spéciales qui peuvent seulement être jouées au début de notre tour de jeu avant de révéler des tuiles. Et pour toutes les autres cartes items, on doit les jouer pendant notre tour de jeu. Par exemple, je pourrais jouer ma carte du chaudron de la fortune pour pouvoir échanger 2 gemmes de ma réserve contre n'importe quelle autre gemme. Donc, je pourrais échanger 2 citrines contre une améthyste. Et toutes les cartes items sont des cartes à utilisation unique. Donc, après avoir activé son pouvoir, je vais la défausser. Et la quatrième action optionnelle est de vendre des gemmes qu'on possède au marché selon la valeur indiquée sur les dés correspondant des couleurs des gemmes. C'est une action que les joueurs peuvent seulement faire une fois dans leur tour de jeu. Et lorsqu'on décide de vendre des gemmes au marché, on peut seulement vendre une sorte de gemme par action. Donc ici, je pourrais décider de vendre soit des citrines, soit des améthystes ou soit des émeraudes. Je pourrais donc décider de vendre mes 2 citrines pour 2 pièces chacune. Je pourrais vendre mon émeraude pour 3 pièces ou je pourrais vendre mon améthyste pour 2 pièces. Je vais décider de vendre mon émeraude pour 3 pièces puisque c'est sa valeur qu'elle a au marché présentement. Une fois nos actions optionnelles terminées, on passe à la troisième phase qui est la phase fin de tour. Premièrement, dans cette phase, les joueurs peuvent décider de restaurer des reliques parmi celles qui sont face visible dans le marché. Pour ce faire, on va dépenser les gemmes qui sont demandées sur les différentes cartes reliques pour pouvoir gagner la carte, marquer des points de royauté et la conserver à la fin de la partie pour faire des points avec les collections d'ensemble des symboles de catégorie de reliques. Par exemple, je pourrais dépenser ici 2 citrines et une améthyste que j'ai sur mon plateau personnel et les remettre dans la réserve et gagner cette carte relique immédiatement.
C'est une relique qui va me donner immédiatement 5 points de royauté. Je vais donc avancer de 5 sur la piste de score. Et après avoir restauré une relique, on va immédiatement révéler la prochaine carte de la pioche pour la placer dans le marché. Et on voit sur le verso des cartes les reliques, les couleurs de gemmes plutôt, qui sont dominantes dans les différentes reliques. Donc on peut voir un peu ce qui s'en vient. Si ce joueur possédait davantage de gemmes dans sa réserve, il pourrait restaurer une deuxième relique. Donc on peut restaurer le nombre de reliques qu'on veut dans cette phase de jeu, tant qu'on a les gemmes pour le faire. Et par la suite, le joueur va gagner la tuile sur laquelle se trouvait son pion d'explorateur. Il va aller la placer dans sa zone de jeu. Les symboles de gemmes sur les tuiles pourront aussi nous rapporter des points à la fin de la partie avec des collections d'ensemble. Et en ramassant sa tuile, le joueur va aussi augmenter la valeur du dé correspondant au symbole gemme qui était sur la tuile qu'il vient de gagner. Donc si j'ai gagné une tuile avec un symbole citrine, je vais donc augmenter la valeur de la citrine de 1 sur le marché. Donc elle va augmenter de 2 à 3. Si jamais la valeur d'une gemme est de 6 et qu'elle doit augmenter, à ce moment-là, la valeur de la gemme va crasher et on va remettre le dé à la valeur 1. Et si un joueur gagne une tuile avec un symbole d'arc-en-ciel, à ce moment-là, cette tuile, on le sait, est considérée comme un joker. Donc, on pouvait gagner la sorte de gemme de notre choix dans notre tour de jeu. Mais à la fin du tour de jeu, quand on va gagner cette tuile, elle va servir de joker dans nos collections d'ensemble, mais elle ne fera pas augmenter la valeur d'aucun dé au marché. Et si un joueur a utilisé un dé minier neutre dans son tour de jeu pour des actions minées, à ce moment-là, il va retourner ce dé sur le plateau central. Si le joueur ne l'a pas utilisé du tout, à ce moment-là, il peut le conserver et l'utiliser dans un tour suivant. Et on va continuer à alterner les tours de jeu. Donc les joueurs vont explorer le plateau, gagner des gemmes, tenter de restaurer des reliques, acheter des cartes d'items au marché, tenter d'obtenir des tuiles et des cartes reliques pour faire des collections d'ensemble à la fin de la partie. Et ils vont toujours progresser sur le plateau, soit en allant vers le haut, donc vers la rangée château, ou ils peuvent se déplacer tout le temps de gauche à droite sur la même rangée où ils se trouvent. On ne peut jamais reculer sur le plateau. Et on va enchaîner des tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie, c'est-à-dire que tous les joueurs auront gagné une tuile château, donc une tuile de la dernière rangée dans le haut du plateau. Le premier joueur à obtenir une tuile château aura aussi un bonus. Donc, par exemple, le joueur qui est ici se rend en premier sur une tuile château. Il va gagner le jeton de royauté le plus élevé. Dans notre cas, dans une partie de joueurs, il a seulement le sceptre. Donc, il va gagner ce jeton qui va lui donner 5 points de royauté à la fin de la partie. Et en plus, ce joueur a trouvé la tuile spéciale où se trouve le symbole de la pierre d'Iridia. Donc, c'est une tuile spéciale qui va nous rapporter immédiatement 10 points de royauté. Et de plus, le joueur va prendre le jeton de la pierre d'Iridia qu'il va placer dans sa réserve personnelle. À la fin de son tour de jeu, il va gagner sa tuile et comme ce joueur a gagné sa tuile, sa partie sera terminée. L'autre joueur va donc prendre des tours de jeu jusqu'à temps qu'il atteigne lui aussi la rangée château. Donc il pourrait décider à son tour de jeu d'aller sur la tuile qui est ici en bougeant de côté pour gagner cette gemme et les avantages de cette tuile. Par la suite, on va revenir au tour du joueur qui a terminé sa partie. Il ne prendra plus de tour de jeu normal, mais à la place, son tour de jeu sera de défausser n'importe quelle tuile du plateau qui n'est pas une tuile château. Donc, je pourrais défausser la tuile qui est ici, par exemple. Ensuite, on reviendrait au joueur bleu et le joueur bleu n'aurait pas le choix ici de monter sur la tuile château et en l'obtenant, cela va aussi mettre fin à sa partie. Lorsque tous les joueurs auront atteint la dernière rangée et gagné une tuile château, la partie sera terminée. Et on va passer au décompte final des points. Premièrement, les joueurs vont gagner 1 point de royauté pour chaque 2 gemmes qu'ils ont encore dans leur réserve. Donc ici, j'ai 4 gemmes, ce qui va me donner 2 points de royauté. On va ensuite regarder les symboles sur nos cartes reliques qu'on a réussi à restaurer et on va tenter de faire des collections d'ensemble pour marquer des points. On peut marquer des points pour une collection de 3 symboles identiques ou on peut marquer des points pour les 3 symboles différents pour faire un ensemble comme ça. On a aussi les symboles Joker, qui est le symbole de la pierre d'Iridia, qu'on peut placer dans n'importe quel ensemble. Une carte ne peut pas compter dans plusieurs ensembles, donc ici j'ai réussi à faire un ensemble avec 3 parchemins, ce qui vaut 9 points de royauté. Un ensemble ici avec 3 bagues pour 5 points. Et j'ai ici un ensemble avec un symbole de chaque type pour 5 points.
On va ensuite faire des collections d'ensemble avec les tuiles, le terrain qu'on a ramassé pendant la partie. On va faire des points pour avoir ramassé des ensembles de la même couleur selon ce qui est demandé sur le plateau. Donc si j'ai 3 tuiles d'une couleur, ça va me rapporter 3 points. Si j'ai 5 tuiles d'une couleur, 7 points. Et si je réussis à avoir 7 tuiles dans une couleur, 12 points. J'ai réussi à ramasser beaucoup de tuiles mauves, donc j'en ai 5. Et je vais décider d'utiliser mes 2 symboles Joker pour augmenter la quantité de tuiles mauves à 7, ce qui va me rapporter 12 points de royauté. J'ai réussi à ramasser 3 tuiles jaunes, ce qui va me donner 3 points. Et j'ai seulement 2 tuiles vertes et 2 tuiles bleues, ce qui ne vaut pas de points. Et finalement, on va regarder la condition de scoring de notre carte d'objectif caché. Ici, c'était de ramasser le plus de tuiles mauves, donc j'ai réussi. Donc, je vais marquer ici 5 points. On va aussi marquer des points si on a ramassé ici des jetons de royauté, donc je gagnerai 5 points pour le sceptre. On va cumuler tout ça ensemble et le joueur qui aura le plus de points de royauté sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est en possession du jeton de la pierre d'Iridia qui va départager l'égalité. Sinon, c'est le joueur qui a le jeton royauté de la plus haute valeur qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue aux gemmes d'Iridecia. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Et voilà, c'était les règles du jeu, les gemmes d'Iridecia. Je vous rappelle que j'ai utilisé évidemment une version prototype du jeu pour vous le présenter. Donc, même si c'est une version très avancée du prototype, il se peut qu'il y ait des changements au niveau du visuel, au niveau de certaines composantes avec la version finale que vous allez voir sur Kickstarter. D'ailleurs, le projet sera lancé sur cette plateforme de socio-financement le mardi 10 septembre 2024. Donc, on vous laisse en commentaire YouTube le lien pour vous rendre sur la campagne Kickstarter pour pouvoir vérifier justement ce que la campagne a offert, si c'est un jeu qui vous intéresse. Je sais déjà que le jeu va être disponible en français sur la campagne, donc ça c'est toujours intéressant. Et c'est aussi un jeu que le mode solo est déjà fait, donc déjà inclus dans le livret d'instruction. Pour ceux qui aiment les modes solo, vous allez jouer une partie en fait à 2 joueurs, mais ce deuxième joueur va être contrôlé par un petit deck de cartes qui va être un deck d'automa en tant que tel pour pouvoir gérer ce joueur-là et permettre d'y jouer en solo. C'est un jeu dont les règles sont relativement simples, ça se prend vraiment bien en main. C'est un jeu qui va mélanger quand même quelques petites mécaniques qui sont intéressantes, qui font un bon résultat. C'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer en démo à GenCon justement. Donc j'ai rencontré Roberto à GenCon qui m'a fait essayer son jeu. Donc ça a été vraiment une belle petite découverte. Donc j'étais content de voir qu'on pouvait collaborer ensemble pour vous le présenter pour évidemment sa campagne Kickstarter. Donc on va lui souhaiter un grand succès pour cette campagne. Et si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous aimez les petits jeux de gestion, des jeux où on va faire des contrats, donc qu'on va aller obtenir des différentes cartes qui vont nous donner des avantages et tout ça. Donc si c'est ce genre de jeu qui vous intéresse, bien, je vous conseille de vous rendre sur la campagne Kickstarter. Encore une fois, on a mis le lien dans la description de la vidéo pour voir si c'est un jeu qui vous intéresse à le supporter directement sur Kickstarter. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.